Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. C'est avec un grand bonheur et une grande fierté que je reçois mon invité d'aujourd'hui. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour nos sièges allaient être inversés, comme la vie peut nous apporter d'agréables surprises. Mon invité de cette semaine est un petit gars de Roberval au Lac-Saint-Jean qui a parcouru pas mal de kilomètres professionnels et personnels. Journaliste, animateur, auteur, compositeur, interprète, producteur, homme d'affaires et éleveur de vaches Highland. Mon invité d'aujourd'hui a pris sa retraite active de la télévision en partant un projet de plateforme et de podcast qui, encore une fois, lui permet d'être constamment en direct avec le monde, le peuple qui l'affectionne tant. Il fait encore briller et reconnaître ceux et celles qui trop souvent demeurent dans l'ombre. Amoureux des voyages et de la nature, époux de sa belle Pascale, père de Myriam et d'Andréane, je reçois un homme de conviction et de cœur, Denis Lévesque. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Salut. C'est Salut, une belle Denis. intro, ça. Tout à l'intro, hein? Ben oui. Ah, mais tous mes invités ont droit à ce genre d'intro-là. Là, tu récitais tout ce que j'avais fait, puis c'est vrai que je me suis un peu éparpillé, puis c'est la beauté de la vie. Oui, ben c'est ça, parce que tu es multidisciplinaire, puis tu es un amoureux aussi là, de la musique, puis bon, tu as fait 2 disques, vraiment, tu as créé tes projets. Oui, ben en fait, avec mes enfants, je leur dis souvent, il ne faut pas avoir peur de foncer, d'inventer des choses, puis de se réinventer. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est comme les montagnes russes. Mais toi, personnellement, tu apprends toujours beaucoup en te réinventant. Puis c'est ça que je fais actuellement. Tu sais, c'est pas une autre carrière. Puis moi, ma carrière est finie, là. Tu sais, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer. Là, j'ai le privilège de rencontrer encore. C'est comme un surtemps au hockey. Ouais. Et là, je m'amuse à jouer et à rencontrer des gens. Alors, voilà. Une pré-retraite active. C'est ça. Mais au début, là, quand on a lancé le podcast, c'était beaucoup plus de travail que je pensais. Puis je disais, est-ce que j'ai vraiment l'intention de travailler 5 jours par semaine là-dessus? Et là, ça se place. Là. J'ai réussi à faire des 2 jours semaine. Et c'est un peu ça que je veux, là, 2 jours, des fois 3, là, dépendamment de l'actualité ou des choses du genre. Mais tu sais, je vais avoir du temps pour moi, pour mes vaches, mais pour Pascal surtout. Oui, Et c'est un défi. C'est un défi de rester actif, de faire tourner quand même le cerveau pour pas qu'il s'use trop vite. Parce que c'est comme une auto, il faut que ça fonctionne. Exact. Et en même temps, de se reposer puis de prendre le temps de goûter les choses. Là. As-tu toujours voulu faire ça, de la télé? Naturellement, tu as étudié en journalisme, c'est la formation que tu as. Non, j'ai pas étudié en journalisme, pas OK. du tout. J'ai étudié en sciences politiques. En sciences politiques, OK. Ouais. Justement parce que je savais que c'est ça que j'allais faire toute ma vie. En fait, c'est pas de la télé que je voulais faire, c'était de la radio. OK. Puis j'en ai fait jeune. J'en ai fait pour payer mes études l'été à Dolbeau, à CHVD à Dolbeau. Et j'avais 17-18 ans. Et je faisais tourner de la musique, puis je présentais la météo, ce genre de choses-là. Puis ils me payaient pour faire ça, donc moi, j'avais un fun bleu. Et là, déjà, j'étais sûr que c'est ça que j'allais faire. Donc, je me disais, si je vais étudier en communication ou en journalisme, je suis déjà, on dit, apprenez votre métier sur le tas. J'étais déjà sur le tas avec mon micro à CHVD. Alors, je me suis dit, vaut mieux aller me remplir la tête d'autres choses que les notions de communication. Donc, je suis allé en Sciences Po à l'Université de Montréal. Puis est-ce que tu as pratiqué au niveau politique? J'ai été professeur de Sciences Po pendant une session entre 2 engagements de radio au Cégep. Mais c'est la radio, Saint-Félicien. puis ça a continué la C'est carrière. la radio. C'est vraiment la radio. La radio, ça a été à Dolbeau, à Roberval, à Chicoutimi, à Jonquière. Donc, pendant 15 ans, j'ai fait de la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, s'il n'y avait pas eu fusion de Radio Mutuelle puis Télémédia en 1994, c'est la moitié des postes de radio ont fermé à grandeur du Québec. Je suis encore au Saguenay, puis je fais encore de la radio. Tu sais, j'aurais fait ça toute ma vie. Toi, t'aurais resté au Saguenay. Ben oui, j'étais bien. On avait un chalet sur le bord d'un lac, là, dans le coin du Mont-Valin. On avait une belle maison. Mes amis, mes parents, tout le monde était là. Donc, j'aurais passé ma vie là, c'est sûr. Mais à partir du moment où ils ont fermé ma station de radio, là, les autres stations du Saguenay m'offraient
d'aller remplacer du monde. T'sais. Au-delà de l'orgueil, c'est pas assez payant pour faire vivre ma vie. Puis, du point de vue de l'orgueil, remplacer le monde quand tu as été la petite vedette locale, ça Ben oui, parce que tu étais connu là-bas, là. Ben oui. Alors, donc, j'ai choisi de recommencer à zéro plutôt en montant à Montréal, à RDI, où là, j'ai été rédacteur la nuit. J'ai été chef de pupitre, j'ai fait tous les métiers là-bas. En fait, j'ai appris la télévision à RDI parce que j'avais fait un peu de télé quand même parallèlement à la radio parce que CKRS Radio était aussi propriétaire d'une station de TV. Donc, j'avais une émission par semaine à la télé, mais c'était pas l'essentiel, c'était pas ma motivation. Pour moi, la télé, c'était un mode de promotion pour mon émission de radio. C'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Mais quand je suis arrivé à RDI, j'ai compris qu'à la radio, il n'y en avait plus de postes de radio et on était la moitié des artisans de la radio du Québec en 94 en chômage. Alors, j'ai préféré aller à RDI. Et là, j'ai appris tous les métiers qui sont derrière la caméra. Et après 1 an et demi, là, ça me travaillait. J'avais été chef de pupitre et tout ça. Là, j'avais envie de retourner en ondes. J'avais des cassettes de ce que j'avais déjà fait au Saguenay. Je suis allé montrer ça au directeur des programmes. Puis, il ne regardait pas la cassette. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Je disais, Martin, t'as-tu vu ma cassette? Il dit, non, lui, il ne prenait pas ça au sérieux. C'est le rédacteur du Lac-Saint-Jean, là, puis ça agrave bien ça. Et un jour, je lui ai dit, écoute, si je ne suis pas capable d'aller en ondes ici, je m'en vais. T'sais. Puis, je suis allé le voir, puis j'ai dit, écoute, Martin. Tu étais à TVA à ce moment-là? Non, j'étais à RDI encore. J'ai dit, si tu ne regardes pas ma cassette, je vais aller travailler ailleurs, puis c'est sûr que je vais retourner en ondes. Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je ne suis pas en ondes. C'est ma motivation. Je ne suis pas un gars d'information, je suis un gars de communication. Mm-hmm. Et il a finalement regardé ma cassette quand j'ai dit, si tu ne la regardes pas, m'en aller. Et le lendemain matin, il m'a appelé et il dit, OK, tu commences dans 3 semaines. Oh non. Alors, donc, là, ça a été à Montréal une évolution. Là, tu étais à la caméra à ce moment-là. Oui, j'étais à la caméra à partir du moment... Il m'a dit, écoute, on ne fait même pas de screen test, on ne fait rien, on va juste te pratiquer un petit peu, puis tu commences. Tu sais, il avait vu que j'avais le talent qu'il fallait pour faire ça. Là. Puis qu'est-ce qui t'amène à ce moment-là à TVA à un moment donné que là tu t'en... En fait, j'ai fait un détour par TQS. Oui, c'est vrai. Parce que, justement, j'étais à RDI, puis j'étais... Tu sais, on appelle ça au hockey un all-around player, c'est-à-dire un joueur polyvalent. J'étais capable de lire les nouvelles, faire des reportages, faire de l'adlib. Pendant le verglas, j'étais en ondes constamment, tout le temps. J'étais sur le terrain, il y avait quelque chose qui pétait. Il y avait Michel Jean et moi, on était les deux plus, je dirais, les plus aisés en termes d'improvisation. Donc, on était sur le terrain partout, tout le temps. Et... mais après ça, je pensais qu'elle allait me donner... Tu sais, c'est Radio-Canada qui allait me faire monter dans le shop. Mais Radio-Canada, c'est pas ça. C'est extrêmement formaté. Le syndicat est fort. La structure est forte. Et je me souviens, un jour, quand Marie-Soleil Touga est morte en avion, son accident d'avion avec Lauzon. Oui. On est dans la salle des nouvelles à RDI. Moi, je lis des nouvelles la nuit. Comme je te dis, je faisais tout. Et là, Martin vient me voir, puis il y avait quelques lectrices de nouvelles qui étaient aux alentours, mais tu sais, être lecteur de nouvelles, tu lis au télésouffleur, c'était pas en mode improvisation. Il vient me voir, il me dit, tu as déjà fait de la ligne ouverte? J'ai dit, Martin, j'ai fait ça toute ma vie. J'en ai fait pendant 15 ans, là, de la radio. Il dit, on fera une émission de ligne ouverte sur le décès de Marie-Soleil, toute la soirée en ondes. Tu veux-tu y aller? OK, on y va. Alors, j'y vais. Et, écoute, je sors de là après 3 heures. C'est sûr, je fais ça les doigts dans le nez. J'avais fait ça toute ma vie à la radio. Je sors de là, mes confrères de travail viennent me voir. « Hey, t'es bien bon, ça n'a pas de bon sens. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. » Mais j'ai fait ça toute ma vie. Vous me connaissez depuis 1 an, mais avant, j'avais tout fait ça avant. Et je pensais qu'après ça, j'allais avoir quelque chose, tu sais, qui allait me monter un peu, puis allait me donner des beats, comme on dit dans le domaine. Et ils m'en ont pas donné. Tu serais vu comme lecteur de nouvelles? Bon, n'importe quoi, mais quelque chose qui te permet de dire, chez mon émission. De cristalliser tes affaires. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je croise par hasard le directeur des programmes de TQS, qui était mon ancien directeur de programme à la radio à Chicoutimi, Louis Trépanier. Puis il dit « Hey, je te regarde à RDI, ça va bien? » Je dis « Ça va bien, mais si tu avais quelque chose de substantiel à TQS, je t'écouterais. 2 jours après, le directeur de l'information m'appelle. Il dit, il paraît que tu serais prêt à quitter RDI. J'ai dit oui, parce que personne ne faisait ça. Normalement, les gens de TQS allaient à Radio-Canada. Les gens de Radio-Canada qui allaient à TQS, il y a Jean Pagé après moi qui l'a fait. On est les 2 seuls à l'avoir fait. Oui, parce que souvent, la Radio-Canada, c'est comme la consécration. Exactement. Alors donc,
je suis allé à TQS et puis je ne l'ai pas regretté. Là, j'ai fait les débats qui ont été très populaires. J'ai remplacé Jean-Luc Mongrain. D'abord, c'est comme ça que je me suis fait connaître en remplaçant Jean-Luc Mongrain pendant l'été. Et puis après ça, j'ai eu les débats. Et après ça, donc, j'ai changé de station pour aller à la TVA. Puis l'émission de Denis Lévesque est arrivée dans quelle idée, parce que c'est un concept totalement différent. Est-ce que vous saviez que vous vouliez faire ça d'emblée, de laisser la place à monsieur, madame, tout le monde? Oui, c'était vraiment ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à TQS, il y a eu un petit peu de chicane, là, parce que mon émission allait très bien, les débats, mais ils ont voulu incorporer Isabelle Maréchal, puis bon, ça a été une grande histoire. Et finalement, moi, je n'étais pas tellement content parce que c'était pas nécessairement un vote de confiance de mes patrons là, de vouloir changer la formule qui marchait tempête, comme on dit au lac. Et j'ai laissé savoir à un journaliste, j'ai dit à Bruno, mon chef de pupitre, tu as des amis journalistes, laisse-leur donc savoir que je ne suis pas tellement content de comment je suis traité à TQS. Et je savais, en fait, j'avais l'espoir que les gens de TVA allaient lire ça dans le journal, puis allaient m'appeler, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont vu un journal... T'as manipulé l'information. Exactement. Ils ont vu que je n'étais pas content. Je reçois un coup de téléphone de Martin, le fameux Martin, là, qui était boss à RDI. Il était rendu boss à LCN. Oui. Et ils m'ont offert d'aller là-bas, puis ils m'ont dit, leur pitch final avec Serge Fortin, c'était... on va faire de LCN un CNN. Donc, ce ne sera plus juste un quart d'heure de nouvelles qui se répète ad nauseam. C'est toujours les mêmes informations, 15 minutes. On recommence 15 minutes, puis c'était vraiment endormant. C'était plat. Il n'y a personne qui regardait ça. Et ils me disent, on a demandé au CRTC l'autorisation. On ne peut pas dire qu'on va l'avoir parce que le CRTC n'aime pas ça qu'on présume de ses décisions, mais c'est sûr qu'on va l'avoir dans un mois. En attendant, on construirait ton show. Et on va aller à CNN, on va consulter les gens là-bas, comment ils ont fait, eux autres, pour construire leur affaire. Et j'ai dit, OK, j'y vais, je plonge, malgré tout, et ça a fait une grande histoire. J'ai quitté TQS dans le grand brouhaha, m'en allais à TVA, mais c'était vraiment... je plongeais dans quoi j'avais confiance. Je savais que les canaux d'information continue, c'était l'avenir. J'en consommais beaucoup, moi, aux États-Unis. CNN, Fox, MSNBC. Et je savais que c'était l'avenir ici. Et donc, je suis allé. On est allé à CNN, on a rencontré des consultants. Les consultants américains qui nous ont dit, ils nous ont donné des balises. Quand tu dis, tu savais déjà que tu allais donner la priorité au monde, on a pensé à ça. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu voudrais faire. Mais moi, j'avais fait de la radio AM pendant 15 ans. Tu avais déjà eu le contact avec les gens. Donc, je savais que c'était privilégié, ce contact-là. C'était winner. Et j'ai dit, j'aimerais ça être proche du monde. Puis j'aimerais ça être surprenant aussi. Parce que je savais qu'à la radio, quand tu es surprenant, c'est le talk of the town. Le lendemain matin, tout le monde parle de ce que tu as fait à côté de la machine à café et le surlendemain, ils te réécoutent encore. Et donc, on est parti avec cette idée-là et ils m'ont dit, ça te prend une phrase pour définir ce que tu vas faire. Et le motto qu'on avait défini, c'était « We're gonna go where the news can't ». On va aller où les journalistes ne peuvent pas aller. Les journalistes ne pouvaient pas faire des entrevues, je ne sais pas, avec une madame qui fait des pauses et haltères. Puis qui ne se colle pas à l'actualité nécessairement. Exactement. Donc, on a décidé d'aller ailleurs et ça a fonctionné, mais ça a pris du temps. Ça n'a pas été un succès instantané. Ça a pris 4-5 mois parce que, tu sais, 4-5 mois, c'est pas long, mais quand tu n'es pas sûr, parce que là, on transforme tout LCN. Là. On prend LCN, ça va devenir RDI. Mais si ça ne fonctionne pas, ils ont fermé le canal argent quelques années après. Si ça ne fonctionne pas, on ferme la shop. Donc, il faut que ça marche. Et donc, il y avait de la pression. Il fallait que ça marche. Puis ça a marché. Puis toi, c'est ça, là, tu changeais de place. Fait que fallait... fallait mais t'as un gars qui n'a pas peur de prendre des risques. Parce que si on regarde, là, justement, là, que ce soit jusqu'aux vaches que tu as achetées, puis tout ça, le podcast, tu n'as pas peur de prendre des risques. Tu as un côté très entrepreneurial. Ouais, j'ai un côté challenger. J'aime ça quand la vie m'offre des choses. Des défis. Des défis qui me permettent de prouver des choses. Tu sais, des fois, là, je disais dans ma publicité, je disais, on veut vous surprendre en faisant notre émission. Soyez là, on va vous surprendre. Mais dans ma vie, à moi, ce que j'ai aimé, c'est me surprendre moi-même. Faire des choses que je ne pensais pas que j'allais faire. Par exemple, un podcast, je ne vais même pas penser de ma vie que j'allais faire ça. Je n'ai jamais pensé que j'allais acheter des vaches.
J'ai jamais pensé que je pouvais partir de Radio-Canada, m'en aller dans un petit poste de télévision qui avait des problèmes financiers, ou partir à zéro à LCN, ou limite dans ma vie, faire de la musique, acheter des choses que le commun des mortels n'aurait pas acheté, puis finalement y trouver mon compte. Mais là-dessus, sur toutes ces actions improbables-là que j'ai commises, pour me surprendre moi-même, pour ne pas avoir peur de sortir de ma zone de confort, je dirais qu'il y a une bonne proportion que ça n'a pas fonctionné quand même. Je veux dire, quand tu essaies un tas de choses, c'est sûr que... C'est quoi ton plus gros flop? Tu parlais tantôt de ton chalet que tu as au Lac-Saint-Jean. À un moment donné, on a acheté le terrain où mon grand-père avait un chalet quand j'étais jeune. Puis avec Pascal, on est allé une belle journée ensoleillée, il faisait beau, c'était super le fun. Puis on décide, OK, on achète le terrain, puis on se construit un chalet. Alors, on achète le terrain, mais le gars avait mal négocié ses affaires avec quelqu'un. Il n'avait pas signé exactement les papiers qu'il fallait. On donne un cash sur une maison qui est pré-usinée là, pour être construite là. Et après 2 ou 3 mois, c'est un peu babiole, là, ça ne marche pas toutes ces affaires. On dit, OK, on tire la plug. Mais on tire la plug parce qu'on se rend compte, on a fait 2 ou 3 fois le Lac-Saint-Jean en auto pour aller voir les affaires, que c'est bien trop loin. 6h30 de route. Dans mes souvenirs, là, c'était pas si loin. Ça n'avait pas de bon sens. Mais à force de le faire, tu le trouves de moins en moins loin. Oui, peut-être. mais donc, finalement, on a tiré la plug là-dessus, mais on a failli être obligé d'y aller, même si ça nous aurait vraiment très compliqué la vie. Là, moi, dans les déplacements, parce qu'on a quand même des... Oui, à ce moment-là, je travaillais 5 jours semaine, là, tu sais, alors... Et puis côté professionnel, là où tu dis peut-être ma plus grosse erreur ou la décision que j'aurais peut-être pas prise, en tout cas que j'aurais prise différemment. Bien, c'est surtout dans mes époques de radio où on changeait de station, tu sais. Il y avait Radio Mutuelle puis Télémédia, puis ils ne s'aimaient pas. C'était comme Molson O'Keeffe, les Canadiens nordiques. C'était vraiment à l'époque, les plus jeunes n'ont pas idée de la concurrence là, qui pouvait être extrêmement vive. Aujourd'hui, il n'y a plus de Nordiques, il y a juste les Canadiens. Molson O'Keeffe, Molson a acheté O'Keeffe, puis Radio Mutuelle et Télémédia, ils ont fusionné. Donc, mais c'était une concurrence très vive. Donc, il m'est arrivé quelquefois de changer de station de radio puis de me gourer littéralement. Là, OK, dans le sens que tu dis, c'est allé chez le voisin. CKRS, c'était quasiment fermé, là. Puis moi, j'étais à CGMT. Donc, c'était le Télémédia qui allait super bien. Puis... Jonquière, le Radio Mutuel m'offre d'aller travailler là. Puis je me dis, bon, me gonfle un peu l'ego, ça va être le fun. Puis, mais je suis arrivé là, puis je n'ai pas été capable de sauver les murs. Je faisais les meubles. C'était très... C'était hypothéqué. L'entreprise était pratiquement fermée, puis je n'ai pas réussi à sauver. Mais tu as ce côté-là, tu as ce côté très... tu as beaucoup de guts, là, parce que pour arriver à un employeur, dire, regarde, tu lis ça ou je m'en vais, sans savoir nécessairement si tu vas être... naturellement, si demain, tu vas avoir un emploi. Tu as ce côté-là, mais tu as le côté aussi sauveur, justement, d'arriver dans un emplacement, de dire, regarde, moi, je vais être capable, tout ça en lien avec la confiance en toi. Oui, c'est ça, mais des fois, ça a marché. Puis des fois pas. Puis une fois, quand je suis allé dans cette station-là, qui a finalement fermé, là, donc le premier coup, ça a marché. Les premiers mois que j'ai fait ça a très bien fonctionné. Mais les derniers temps, c'était très syndiqué. Il y avait trop de monde qui travaillait là-dedans. Il y avait 35 personnes, je pense, pour un poste de radio. Les gros postes de radio de Montréal, aujourd'hui, ils sont 10-12. Il y a plus, peut-être un peu plus, là, mais je veux dire, c'était pour une station régionale, c'était trop gros. Et donc, à la fin, ils me sont arrivés avec des solutions. Là. Je ne vais pas aller dans les détails, mais j'ai claqué la porte. La journée de ma fête, le 4 décembre, je dis, la merde, je m'en vais, moi. Organisez-vous avec vos troupes. Mais là, je suis rendu à Noël, et pas de job. Puis, je n'avais pas d'enfant à l'époque, quand même. Et je vois que le mur de Berlin est en train de tomber. C'est la révolution en Europe. Et puis, je m'intéresse à ça. Il est tombé là, en décembre. Il est tombé à peu près, novembre, décembre, c'est les moments où... Comme toi, tu as fait tomber ta job. Moi, mon mur est tombé. Mais là, je dis en janvier, de la merde, moi, je passe pas mon temps ici à perdre mon temps à regarder ça à la télé. J'ai pris mon pack-sac, j'ai pris l'avion,
Puis je suis allé voir tomber le mur. Je me suis rapporté un tas de morceaux de mur dans mon pack-sac qui pesait 200 livres quand je suis revenu. Puis j'ai donné à mes chums tous des morceaux de mur. D'ailleurs, dans mon décor de podcast, il m'en reste un petit morceau parce qu'avec les années, il est tombé souvent puis il s'est cassé en morceaux. Mais donc, je suis allé... J'ai passé, je ne sais plus combien de temps, là, mais je suis allé à Berlin, je suis allé en Tchécoslovaquie, en Hongrie. En tout cas, je suis allé dans plusieurs sans pays. Savoir, tu pratiquais tes adlibs là, sur place? Là, Non, mais j'allais là juste pour être dans l'action, puis puis je même pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de LCN, il n'y avait pas de RDI. À l'époque, j'aurais pu téléphoner à une station pour dire hey, je vais vous faire des petits reportages. Des petits clips, oui, c'est ça. C'était même pas ça. Je voulais aller voir comment ça fonctionnait puis comment ça allait. Puis quand je suis revenu, finalement, il y a un autre poste de radio qui m'a appelé. J'ai eu un autre job dans un autre. T'aimes ça te sentir vivant? Dans tout ce que tu fais, là, que ce soit en contact avec les gens. Ça, on se ressemble un petit peu là-dessus. C'est ça, c'est que ça nous rend vivants. On dit, moi, je suis en action. Là, je suis vraiment dans le show, là, pour vrai. T'as-tu déjà eu des offres pour 98.5? Parce que quand même, on a quand même des bons postes de radio. J'ai eu des offres pas mal partout à la radio. Et ça m'a permis de considérablement augmenter mon salaire à la télé. Ce que je veux dire, c'est que... Prenez des notes, ceux qui sont dans les... C'est qu'à la télé... c'est payant quand tu as un gros nom. Là, Guilla était déjà connu, ou Véronique sont connus. Moi, je suis arrivé, personne ne me connaissait. Là. Et donc, il a fallu que je construise mon nom. Puis quand ça s'est mis à marcher à la télévision, les postes de radio m'appuyaient, puis c'est-à-dire m'approchaient, puis ils m'offraient quelque chose. Puis la radio, les salaires sont bons. Là, c'est des gros salaires, la radio. Et la télé aussi, mais c'était moins que la radio. Et là, j'allais cogner à la porte de mon patron. « Hey, il m'offre ça, là, l'autre bord, tu m'attaques dessus. » Puis j'ai augmenté mon salaire comme ça. Qu'est-ce qui fait... en réalité, comment était le petit Denis? Quel genre d'enfant étais-tu? T'étais-tu un garçon fonceur non, comme ça? Non, pas pantoute. Et je dis souvent, d'ailleurs, à des amis qui ont des enfants allumés puis qui disent... tu sais, c'est ta job, là, tu pourras confirmer ou infirmer. C'est pas une bonne idée de demander... des dérogations pour que tes jeunes commencent plus tôt l'école. Parce que moi, j'ai toujours été le plus petit, puis j'ai commencé plus tôt. Tu sais, j'étais bien fin, bien petit, là, puis mon père était bien enthousiaste. Ils m'ont fait passer des tests, puis j'ai toujours été le plus jeune d'1 an dans ma gang. Parce que t'es né en décembre, début décembre. Exact. Puis là, je me retrouvais avec, pour un petit gars, là... La maturité. C'est toi avec les plus grands, là. J'avais Pierre de Silva, qui était mon chum, qui me défendait quand même. Je me collais sur Pierre, qui était mon meilleur ami, parce que... Mais tu sais, ça prête plus à l'intimidation quand t'es le plus petit de la gang que quand t'es le plus grand. Puis même au niveau maturité, puis c'est drôle, non seulement je vais confirmer, mais c'est drôle parce que juste avant de faire le podcast avec toi, je faisais un pilote pour mon émission qu'on va faire sur le web et c'est un de mes sujets, l'inscription en maternelle. J'en ai parlé il y a à peu près 1 heure. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Non, puis je disais surtout pour les petits garçons au niveau de maturité, de dire, là, c'est plate, il y aurait 5 ans, le 22 novembre, on peut-tu avoir une dérogation? Moi, je dis aux gens, surtout pour les petits garçons, gardez la maturité, mais il aurait été mieux d'attendre, quitte à avoir 6 ans en novembre l'année prochaine, puis être en maternelle, ça change souvent la donne. Fait que oui, je confirme. Donc, t'étais, toi, un garçon plus timide? Oui, très timide même. OK. Très timide avec les gens que je connaissais pas. OK. Mais très à l'aise avec les gens que je connaissais. Donc, puis il y a comme une dichotomie dans ma vie aussi. Autant j'aime ça voir du monde, autant j'aime ça tout seul. Je pourrais pas tout le temps voir du monde. Ce serait la maison pleine. Non, je serais pas capable. J'ai besoin d'instants tout seul. Même avec Pascal, j'ai des instants très... Tu sais, je travaille à Montréal. On a gardé la maison à Montréal parce que, j'ai besoin de coucher ici. Puis elle reste en Estrie. On est content de se voir. On a souvent été dans des formules comme ça quand elle avait ses enfants, j'avais les miens. On s'est mariés, puis la semaine où on avait la garde de nos enfants, on restait pas ensemble, on restait chacun chez nous. Et puis moi, j'ai besoin encore de ces moments de solitude-là. Mais d'un autre côté, être seul plus que 2 ou 3 jours, ça marche pas. Ça me prend du monde. Tu comprends? C'est vraiment un équilibre parce qu'il y a des gens, des êtres très sociaux. Ça leur prend du monde tout le temps. Moi, je suis pas là-dedans. Puis il y a des gens très solitaires. Il faut qu'ils soient tout seuls tout le temps. Puis je suis pas là-dedans non plus. T'es comme un entre-deux. T'as les deux côtés. Est-ce que tu as une fratrie? Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, 2 sœurs. Ouais. Puis,
T'es-tu l'aîné de la famille? C'est moi l'aîné. C'est toi l'aîné. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que, justement, t'as façonné ta personnalité à travers ta fratrie, à travers tes parents? Tes parents, ton père, est-ce qu'il était dans les milieux des médias? Mon père était notaire. OK. Mon grand-père était notaire. Mon arrière-grand-père était shérif. Donc, normalement, il aurait fallu que je sois notaire. Et je m'étais inscrit en droit au cégep. Puis, je sais pas, ça me faisait pas mourir, là, tu sais. À peu près comme moi, je m'étais inscrit en droit au cégep, puis je passais plus de temps dans l'agora à parler au monde. Oui, c'est ça. Mais je m'intéressais beaucoup à la chose politique quand j'étais jeune parce que c'était le temps du PQ. Moi, j'étais au cégep en 75, 76, 77, tu sais, quand ils ont été élus la première fois. Puis on militait, puis tu sais, René Lévesque, etc. Et puis, chez nous, dans la famille, c'était très politique. Ça discutait politique autour de la table. Tu sais, chez mon grand-père, Lévesque, qui s'est présenté 2 fois comme député, il était battu 2 fois. Et j'avais un grand-oncle aussi, Georges-Henri Lévesque, qui était un des plus importants intellectuels au Québec. C'est lui qui a fondé la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. C'est un grand ennemi du Plessis. À l'époque, tout le monde le connaissait. Aujourd'hui, personne ne le connaît. Il n'y a même rien qui porte son nom. Puis il y a plein de choses qui portent le nom du chanoine Groulx. C'est parce que Groulx était nationaliste souverain. Pas qu'il était souverainiste, mais il était hyper nationaliste. Mon oncle était plus fédéraliste et plus mondialiste. Alors, peut-être pour ça qu'il n'y a pas de rue ou je ne sais pas trop. Mais c'est dans le calibre. C'est dans le calibre de Groulx, là, tu sais, ou de ceux qui ont marqué l'histoire du Québec, parce qu'il a enseigné. Quand j'étais jeune, il l'appelait le père de la Révolution tranquille. Puis c'est devenu après ça le sage. Mais avant que ce soit le sage, c'était lui, parce que c'est lui qui avait formé tous ceux qui l'ont fait. Tous les hauts fonctionnaires, les politiciens, tout ça, c'est mon oncle qu'on appelait Albert, parce que Georges-Henri, c'était son nom de dominicain, puis son nom laïque, c'était Albert. Mais par exemple, quand René Lévesque veut faire la nationalisation de l'électricité comme ministre des Ressources naturelles, il prend son téléphone, il appelle mon oncle, puis il dit « Hey, avez-vous des étudiants qui sortent, qui sont bien bons? » Je n'ai 2. Jacques Parizeau, puis Michel Bélanger, ça, c'est 2 Top Gun. Il n'avait pas nécessairement enseigné à Parizeau, mais il avait enseigné à Bélanger. Mais tu sais, tous ces gens-là se tenaient autour de lui. Puis il les a pris, puis ils ont nationalisé cette gang d'intellectuels-là, très forts, que lui-même avait formé. Et, donc, c'est quelqu'un de très important dans la vie. Donc, on parlait beaucoup de politique chez nous. Et ça m'a beaucoup influencé dans ma façon de voir les choses. À travers tes émissions, tu as fait la place beaucoup, justement, Monsieur, Madame, tout le monde. Qu'est-ce qui t'interpellait par rapport à ça, de vouloir donner la parole à ces gens-là? Tu parlais de mon père tantôt. Mon père, là, c'était un notaire. Donc, on manquait pas d'argent chez nous, une belle grosse maison avec une piscine. Mon grand-père était notaire, donc il était à l'aise. Mais mon père était très à l'aise avec les gens de partout, de peu importe la condition sociale. Il était simple. Puis il y a des petits villages autour où c'était pas nécessairement très riche. Puis il se déplaçait le soir, il allait faire des contrats. Puis les familles moins riches, ils ne payaient pas. Ils ne les faisaient pas payer. Ils faisaient du pro bono. Et quand il est décédé, en plus de ça, je me suis rendu compte qu'il faisait du bénévolat auprès de 36 organismes que je ne connaissais même pas. Puis il ne faisait pas ça pour se vanter, il faisait ça parce qu'il était comme ça. Donc, chez nous, les classes sociales, ces affaires-là, on était très, très loin de ça. Puis donc, j'ai toujours aimé être avec le monde. Peu importe. Ce qui comptait, c'est que moi, j'avais une connexion avec eux autres. Mes amis, là, puis plus vieux, tout le temps. Aujourd'hui encore, peu importe les conditions sociales de quelqu'un, c'est pas objectivement, c'est pas quelque chose qui m'interpelle. C'est l'être humain avant tout. Absolument. Qui va. À travers ça, ton émission, tu y as cru parce que ça a été la risée à quelque part au niveau justement des médias, au niveau du milieu de la télévision, parce que justement, c'était innovateur, puis naturellement, ça dérange les gens quand on fait les choses différemment. Comment tu as vécu ça au début? T'étais-tu toujours un peu en guerrier de dire non, ça va y aller? Non, je le savais. En le faisant, je savais. On disait qu'on allait être différent et on allait être surprenant. Le premier bye-bye où j'ai été, puis j'ai été dans plusieurs bye-bye,
On commençait à peine. On a fait 3-4 émissions, paf! Puis tu sais, on est passé de... Je te dis, ça a été long. Ça a pris 3-4 mois, puis on a fait... Tu sais, les gens nous ont écoutés, puis on est devenu, ce que je te disais, le talk of the town, comme on dit, là, c'est-à-dire la saveur du mois, mais on étirait les mois, là. Et je le savais, donc je savais, j'avais dit à Bruno, je suis sûr qu'on va être dans le bye-bye cette année. Je suis sûr. Puis on l'a été, puis ça a fait une grande histoire parce que je faisais une entrevue avec Obama. Il me caricaturait comme un imbécile heureux, raciste dans le fond. Et eux autres, ça leur a rebondi d'en face. Dans le fond, ils voulaient rire de moi, mais ils voulaient me cogner dessus. Ah oui, tu as senti ça? Moi, je pense que oui. T'en as-tu parlé avec ceux du bye-bye? Est-ce que tu as eu une discussion avec eux par rapport à ça? Ils se sont-ils justifiés? Oui. Après ça, j'ai fait un sketch avec Véro dans un Gémeaux. J'étais interrogation, faisait interrogation, puis moi, j'étais assis derrière. Non, mais moi, je ne leur souhaitais pas de mal à ces gens-là. Sauf que ça a été difficile pour moi parce que la question pendant... Ça a été long. Ça a duré 2 semaines, cette controverse-là. Eux autres, ils étaient partis... en Floride ou je ne sais pas trop où, puis ils revenaient, ils ont été accueillis à l'aéroport. C'était imbécile, dans le fond, quand tu regardes ça. Ouais. Mais le débat, c'était, es-tu imbécile ou il est raciste? Et bon, à la longue, tu sais, quand c'est juste une journée ou deux, ça te dérange plus ou moins, là, mais quand c'est 10 jours, 15 jours, j'étais tanné, là, vraiment, j'étais tanné. Puis, à la station, on m'avait dit, on répond pas. J'avais été invité à Tout le monde en parle, puis on m'avait dit, on répond pas, tu y vas pas. Puis ça, tu parlais de regret. Ça, c'est un regret que j'ai eu, de ne pas être allé me défendre. Que ce soit Richard Martineau qui était invité à ce moment-là, puis il ne travaillait pas avec moi. Puis c'est lui qui est obligé de me défendre parce que Jean-François Mercier était sur place. Et il leur avait dit, vous savez, le soir, il me faisait passer pour un raciste, ou un imbécile raciste, mettons, en interviewant Obama. Le soir que vous avez diffusé ça, les filles de Denis, ils étaient avec leur mère chez des amis de la famille, des amis de chez nous, et c'est des Noirs. Et il y avait 2 de leurs amis noirs qui regardaient la télévision avec eux autres. Puis, écoute, mes enfants ils ont été ébranlés en sacrament de voir ça. Parce que c'est pas une valeur chez nous. Là, on est loin d'être raciste. C'est un peu dans ce que je te disais par rapport aux conditions sociales. Et donc ça m'a ébranlé un peu, mais pas tant, parce que j'ai toujours su qu'en faisant ça différemment, puis tu sais, le ton qui caricature, blablabla, c'est un ton que ça m'a pris 30 ans avant d'avoir. Et ce ton-là te permet de poser n'importe quelle question à n'importe qui. Tu sais, de dire, regardez, là, je me prends pas au sérieux, là. Je te pose une question ta langue, mais ça ne veut pas dire que je veux te bouffer tout rond. Et puis, juste en le faisant avec un clin d'œil et en riant, tu sais, ça passe autrement. En fait, moi, je te dirais avec le recul là, que si mon émission avait été exclusivement à TVA et présentée comme un talk show, comme ceux qui ont essayé de le faire, là, Salvaille, Labrèche, compagnie, tout aurait passé. Oui, parce que justement, Labrèche en a un. Je faisais beaucoup de 2e degré. Oui. Les autres, ils font des 2e degré, puis ils ont l'air géniaux. On dit, allez, bravo. Je me rappelle une fois... Puis ils font des pitreries aussi, là, ils font pas juste... Oui, mais j'en faisais aussi. Oui. Tu sais, à un moment donné, il y a un scandale, je me souviens pas trop c'était quoi la nature du scandale, mais c'était à Musique Plus. Et une des filles Laurier, là, je me rappelle plus. C'est pas Lucie Laurier? Lucie ou un autre, mais en tout cas, son sein sort, et puis on voit son sein, puis je sais pas trop quoi. Il y a une grande histoire à cause de son sein. Et là, je fais venir... le directeur des programmes de Musique Plus, la personne qui dénonce ça, on fait ça 2-3 jours d'affilée. Mais je fais toujours ça avec un petit sourire en coin. Je sais que par rapport à la guerre en Afghanistan, là, c'est des niaiseries. Ouais. Mais je m'amuse. Puis c'était ça qui était l'affaire. C'était, regardez ce show-là, là, c'est comme si j'avais fait un talk show dans un canal d'information. Puis c'est ça qui faisait. Tu sais, les gens pensaient les gens pensaient que je me prenais pour Bernard de Rome. Mais j'étais plus Larry King, puis Larry King plus aux stéroïdes, parce que Larry était plus tranquille, puis il était plus vieux quand il a commencé ces affaires-là aussi. Et donc, l'histoire du mamelon, j'ai les 3-4 qui viennent me parler de ça, ces 3-4 jours. Puis à la fin, la dernière entrevue, à ce propos-là, on a fait le tour de la question.
Je fais comme Walter Cronkite quand le président Kennedy est mort. Là, ils me mettent le plein écran, puis je fais ça. Je peux maintenant vous dire que le Nipplegate est terminé. Quelqu'un qui regarde ça et qui dit si je pense sérieux, pas en tout, je suis en train de te faire une joke. C'est comme ma femme en fauteuil roulant avec 157 souvent celle-là. Ben, tout le monde prend là-dessus, puis il pensait que je faisais ça en pensant que je savais pas que j'étais en train d'hyperboler. Mais voyons donc, je l'ai fait pour rire de ceux qui riaient de moi. Tu sais, parce que à ce moment-là, pour rire de moi, c'était juste dire « Ah, ben il reçoit un martien avec une couche bleue. » Puis eux autres, les humoristes, ils parvenaient pas à comprendre. C'était eux autres qui avaient l'air débiles de toujours prendre la même affaire, puis c'était toujours la même joke. Tu sais, tu prenais quelque chose de bizarre, puis il a reçu ça, puis il a reçu ça. Puis c'était même pas vrai que je recevais ce monde-là. Mais quand je lis la biographie de cette jeune fille-là, qui est un être humain, là, puis d'une beauté extraordinaire dans le sens où elle est autonome, puis elle est maganée physiquement, puis assez elle fait du judo avec la vie, puis elle s'est transformée, puis elle est devenue humoriste, puis tout ça l'affaire. Et donc, je lis son livre, mais il y avait tellement de caractéristiques. Je l'appelle, je dis, écoute, on va rire des humoristes aujourd'hui. Rire tout le temps de moi, là. Ça te dérange-tu si? Puis là, j'ai écrit la phrase, si je dis ça de toi. Elle dit, non, hey, c'est super drôle. Alors, moi, je m'en vais bien sérieusement. Et Pierre Bruno, il dit, vous allez parler de quoi? Eh bien, je reçois une femme lesbienne en fauteuil roulant avec 157 fractures. Je ne sais pas trop quoi. Il y a une énumération qui finit plus. Et je savais que le lendemain, j'allais être partout. Puis le lendemain, j'étais partout. Puis les gens me prenaient pour un imbécile. Mais c'était eux autres qui étaient imbéciles de rire de moi parce que je riais d'eux autres. Tu les avais utilisés, tu avais encore manipulé l'information. C'est ça. Puis là, je me faisais de la pub. Puis eux autres, ils pensaient que j'étais tellement imbécile que je ne savais pas que je faisais ça. Aujourd'hui, je pense que s'ils n'ont pas compris que je faisais pas sciemment ce genre d'affaires-là, ils n'ont rien compris à ce que j'ai fait. Ils n'ont pas compris, justement, l'essence de ton émission, de qu'est-ce que tu fais. Puis possiblement qu'ils t'ont jamais vraiment rencontré puis discuté avec toi parce que tu es un homme hyper cultivé, très intelligent. On peut parler d'histoire avec toi. Mais j'ai jamais trop voulu le montrer. Ouais. J'ai jamais trop voulu le montrer pour deux raisons. D'abord, je trouve qu'un intervieweur, il ne peut pas répondre pour la personne. Tu sais la réponse, comme là, toi, tu t'es préparé, tu sais à peu près ce que je vais dire sur certains sujets. Mais c'est pas toi qui es là pour les dire, c'est moi qui est là pour les dire. Alors, quand je suis intervieweur, il y a plein de choses que je sais, puis je fais comme si je ne savais pas. Tu sais, je veux dire. Et je me souviens d'avoir fait une entrevue avec René Lévesque. Je l'ai eu 1h30 en studio, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et on a passé la journée après. Après, on fait une ligne ouverte d'1h30. Puis à 1h30, je dis, tout était moins formaté à l'époque, puis moins organisé. Là, à 1h30, je dis, c'est quoi votre programme aujourd'hui? Avez-vous dîné? Je sais pas. Là. Puis, il est en tournée de promotion de son livre. Je dis, si vous n'avez rien de prévu, je vous invite. Puis le propriétaire de la station était aussi propriétaire du restaurant chez Georges, la belle place. Là. Alors, je vais voir M. Tremblay. Je dis, donnez-moi votre carte de crédit. Là, j'invite René Lévesque. M. Tremblay, qui est un fédéraliste consommé, il dit, on ne paiera pas René Lévesque. Oui, vous allez payer. Alors, on s'en va. Et j'ai passé la journée, donc en ondes de midi à 1h30 avec lui, puis après ça, de 1h30 jusqu'à 5h15, parce qu'il allait signer des livres à la librairie à côté de chez Georges à 5h15. Donc, on a jasé tout sur l'affaire, puis il me disait une chose. Après sa carrière, il dit, j'aurais aimé ça, faire ce que tu fais, mais je peux plus le faire. Parce que, il me tutoyait pas, il vous voyait tout le monde dans l'évêque. Parce qu'il dit... les gens, là, si je fais une entrevue avec quelqu'un, puis il a été intervieweur, puis il était journaliste, puis c'était sa job, il dit, il croit pas que je sais pas la réponse à la question que je pose. Donc, pour moi, c'est très malaisant de faire une entrevue avec quelqu'un, puis René Lévesque qui pose la question à quelqu'un, puis qui n'a pas l'air de savoir la réponse, c'est pour ça qu'il pose la question. Les gens n'achètent pas. Il faut que j'aie l'air de le savoir tout le temps. Alors, c'est pas crédible si j'ai pas l'air de le savoir. Et puis il disait, lui-même me disait, être un bon intervieweur, c'est faire comme si on ne le savait pas. Et ça a résonné, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'étais jeune à ce moment-là, je devais avoir 27, 28, 29 ans, là, 28 ans, je dirais. Et donc, il y a cette dimension-là que faut pas que faut que tu aies l'air de ne pas le savoir. Puis en même temps, il y a aussi le fait que tu es là pour donner un show, là, tu sais.
Et moi, badiner, j'ai toujours aimé badiner. Puis ça fait partie de ma vie. Puis dans les entrevues que je fais, il y a toujours des petites parenthèses où je fais de Guy Nantel hier ou avant-hier. Il y a toujours des petites parenthèses où je dis des jokes. Puis si tu prends ça au pied de la lettre, puis tu dis hey, Bernard de Rome n'aurait pas dit ça. C'est sûr. Je suis pas Bernard de Rome. Non, puis il n'y a pas le même contexte d'émission non plus. Il y a ça. Puis l'autre facteur, là, quand tu dis tu lis, puis c'est vrai que je lis beaucoup. Puis j'ai beaucoup lu. Puis j'ai beaucoup lu des grands auteurs, puis des bons. Et moi, je trouvais ça imbuvable, un intervieweur qui voulait nous montrer qu'il savait tout. Ça, j'ai eu de la misère avec ça. À la fin de ta carrière, j'ai dit souvent à Gilles Proulx, il était bon en histoire, il lisait beaucoup là-dessus, mais il voulait trop nous montrer qu'il le savait. Alors, quand tu faisais une entrevue avec quelqu'un, il disait, c'est comme en 1718, à la bataille de je ne sais pas trop quoi avec Napoléon. Et tout ce qui restait à répondre à la personne, c'est oui. Ouais. Mais Gilles, tu le sais, mais... Tu ne mets pas en valeur ton invité. C'est lui qui va le dire. C'est pas toi qu'il faut qu'il... Tu veux tellement montrer que tu le sais, mais c'est pas ça qui est important. Je me souviens de Robert Guy Scully. Ça, c'était assez extraordinaire. Mais c'est un gars très cultivé, très fort. Il parlait plusieurs langues. Mais il fait une entrevue une fois avec une baronne allemande. Et il veut nous montrer qu'il parle allemand. Il veut nous montrer qu'il connaît Goethe, puis qu'il le connaît par cœur. Alors, il est en ondes, et il commence, il dit, vous savez, comme disait Goethe, puis il nous baragouine ça en allemand pendant 2 minutes, ça finit plus de finir. Puis il finit par dire, qu'en pensez-vous? Moi, je suis allé dans mon salon, je disais, shit, c'est quoi? Tu veux nous montrer que tu parles allemand puis que tu t'as cité Goethe. C'est correct, lire Goethe chez nous le soir, moi, je te dirais pas ce que je lis, là, mais c'est pas nécessairement populaire. Et, mais il n'y avait pas besoin de nous montrer ça. Donc, je suis toujours resté très, très marqué par l'idée qu'on n'est pas là pour montrer qu'on sait beaucoup de choses. Là, puis de mettre tes invités en valeur aussi. Exactement. Tu as du coup dans l'écoute. Pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est ça la job que tu fais quand tu es intervieweur. Quand tu es commentateur, c'est toi que tu mets en valeur. Mais c'est pour ça qu'il y avait des moments où je faisais « j'en reviens pas » où c'est moi là, qui prend le pôle. Où il y a des invités qui sont tellement pétrifiés ou qui sont tellement pas bons que là, c'est toi qu'il faut qu'il fasse ça. Il faut que tu prennes l'entrevue sur tes épaules et là tu prends de la place, puis tu fais des jokes, puis tu pousses parce que il se passe rien. Non, mais aussitôt qu'il se passe un petit quelque chose, tu laisses aller à la personne. C'était quoi tes plus belles rencontres? Tu en as fait plusieurs, là. Écoute, tu en as fait des centaines. Mais...